Bonjour, chers habitués de les émissions Les Échos de la thérapie, bienvenue à nouveau sur cette nouvelle communication où nous parlerons de préserver votre monde intérieur. Pourquoi et comment? Restez avec nous jusqu'à la fin pour une nouvelle découverte. Alors rapidement, je suis avec mon invité habituel, Monsieur Maurice Awinde. Bonjour. Bonjour Mario, comment tu vas? Eh bien, je vais divinement très bien. Et le paradis? Vous avez visité Dieu? Comment? Nous sommes constamment dans le paradis de Dieu. Nous sommes constamment dans le paradis de Dieu. Et pour le thème du jour, préserver son monde intérieur. Justement, si vous écoutez cette émission et que vous intériorisez les données que nous allons, les informations que nous allons mettre à votre disposition et que vous faites l'effort de les mettre en pratique, vous allez commencer par vivre le paradis pendant que vous êtes sur terre. L'expérience du monde intérieur, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'on peut bien comprendre par le monde intérieur? Oui, c'est vrai que le thème de l'émission, c'est préserver son monde intérieur. Mais qu'est-ce que ce monde intérieur? Qu'est-ce qu'il faut préserver? Il faut d'abord qu'on s'entende là-dessus avant d'aller à comment. Déjà, il faut que vous puissiez nous aider déjà à comprendre le monde intérieur. Comme nous parlons de monde intérieur, de quoi s'agit-il? Pour que nous puissions déjà poser les bases. Je vais essayer, dans la mesure de mes possibilités, de vous aider à comprendre ce qu'on appelle le monde intérieur. C'est vrai que le thème est souvent utilisé et que lorsque nous abordons le chemin spirituel, lorsque nous nous intéressons à la spiritualité et qu'on nous parle du monde intérieur, on se demande, mais de quoi il s'agit-il? L'intérieur, mon intérieur, est-ce que c'est mon ventre? Est-ce que c'est au sein de mon estomac que se trouve mon intérieur? Ou bien est-ce que c'est dans ma tête que se trouve mon intérieur? Nous allons essayer d'abord de comprendre ce que c'est que le monde intérieur. Et lorsque nous allons comprendre ce que c'est que le monde intérieur, qui est tout simple, hein, j'essaie, dans la mesure du possible, de ramener la connaissance à un niveau terre à terre, parce que c'est ce qu'on m'a fait, qui m'a permis donc de me construire, de me reconstruire aujourd'hui et de pouvoir partager ces expériences avec vous. Qu'est-ce qu'on appelle monde intérieur? Nous allons fonctionner sur la base de vos sens pour déterminer ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Nous allons fonctionner sur la base de ce qu'on pourrait appeler la technologie actuelle pour développer et faire comprendre ce que nous pourrions appeler intérieur et extérieur. Parce que si on se basait juste sur les sens et qu'on n'implique pas le niveau technologique actuel, on pourrait encore se demander ça, ce n'est-il pas l'intérieur? Même si la technologie, c'est-à-dire une partie aujourd'hui de la technologie actuelle, commence déjà par effleurer l'intériorité des mondes. Mais ça, ce n'est pas encore à la portée de tout le monde. Nous allons rester terre à terre. Lorsque on vous prend, vous, en tant qu'être physique, vous avez des yeux pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous avez les mains pour toucher des choses qui se trouvent dans votre environnement immédiat. On a, disons, la bouche, ou bien pour goûter quelque chose qu'on veut, qui est, disons, consommable. Nous avons le nez pour sentir les choses, disons, du point de vue odeur. Et on a des oreilles, comme vous en avez, pour nous écouter maintenant, comme on est en train de vous parler. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les sens, les 5 sens. C'est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Voilà. Donc, ça fait les 5. Tout ce que ces 5 sens vous permettent d'appréhender, on dit que c'est ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est ce qui est, on pourra dire tout simplement ce qui est visible. Donc, le monde intérieur dont on parle, nous allons l'utiliser pas en opposition, hein, nous allons l'utiliser en comparaison du monde extérieur, dont les sens nous permettent donc d'appréhender. Les 5 sens nous permettent
d'appréhendant. Donc, tout ce que vos sens, pour le moment, n'appréhendent pas, on dira que cela se retrouve dans l'intérieur de vous. Mais avant ça, il faut une clarification parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau technologique qui vous permet déjà de voir l'intérieur de quelque chose. Par exemple, lorsque vous prenez du scanner, par exemple, et que vous prenez, disons, un bois, il y a une technologie qui peut vous permettre de voir l'intérieur du bois. Bien sûr. Un peu comme la femme qui va à l'hôpital. Qui va à l'hôpital quand on fait l'échographie. Ça, c'est la technologie actuelle qui nous permet de le voir. Ça, est-il déjà l'intérieur? Non. Ça s'inscrit également dans la logique de l'extérieur. Ok. Donc, tout ce que vos sens permettent de voir et ce que la technologie actuelle peut permettre de voir de l'intérieur d'un objet ou d'un homme se classe toujours dans la dimension de l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle intérieur? Ce que nous appelons le monde intérieur, c'est justement ce qui, en fait, de vous, n'est pas perceptible de l'autre. Tant qu'il ne soit dans une dimension au-delà de la dimension matérielle. Je reprends. Ce qui de vous n'est pas perceptible de l'autre, tant qu'il ne peut s'élever au-delà de la dimension matérielle. C'est pourquoi je dis, le fait même de faire échographie ou de scanner l'intérieur d'un objet est toujours classé dans l'extériorité. Mais lorsque vous êtes là tout de suite et que vous me regardez, je vous regarde, on se voit. Mais le sentiment que vous nourrissez envers moi, je ne peux pas percevoir ça, c'est-à-dire je ne peux pas voir ça avec mes yeux physiques. Ça, c'est votre intérieur. Vous pouvez par la suite exprimer ce sentiment. Donc, je viens voir l'expression de ce sentiment. La pensée que vous avez au sujet de moi, tout de suite, je ne peux pas l'appréhender à moins de me lever au-delà de la dimension dite matérielle. Mais ces pensées peuvent être par la suite l'expression, c'est-à-dire donner l'expression d'une phrase que vous allez faire sortir et je vais dire, ah, attention, donc c'est ce qu'il pensait. Ou bien vous allez dire, oh, c'est ce que je pensais. Pendant que peut-être j'aborde telle ou telle phase de notre échange et que je l'exprime, ah, c'est ce que je pensais. Mais tant que je ne l'exprime et que vous ne le dites, je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Donc je dirais tout simplement que ça, c'est votre monde intérieur. Et au-delà du complexe émotion, sentiment, pensée, il y a en fait l'au-delà de votre pensée qui est le domaine du subconscient que je ne peux pas analyser à moins de m'y introduire. Là, je parlerai donc de votre monde intérieur. Donc, tout ce, disons, tout ce mécanisme, tout ce processus qui n'est pas perceptible par l'autre de l'extérieur est votre intérieur. Voilà. Je crois que ça nous a permis un peu de comprendre l'intérieur et l'extérieur, que le ventre aussi fait partie d'une dimension extérieure, c'est très important. Votre corps, c'est vrai que c'est dans votre corps, mais il fait partie de la dimension extérieure. Alors, lorsque nous disons protéger son monde intérieur, alors dites-nous, il faut le protéger de quoi? Non, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi devons-nous protéger notre monde intérieur. Nous devons protéger notre monde intérieur parce que ce que nous sommes à l'extérieur est l'expression de ce que nous étions à l'intérieur. Le français est bien clair. Ce que nous sommes à l'extérieur est l'expression de ce que nous étions. J'ai dit ce que nous étions parce que du moment où vous êtes à l'intérieur, ce n'est pas évident que cela se traduit tout de suite à l'extérieur comme étant l'expression de vous. C'est un processus. Donc, au fur et à mesure que vous nourrissez votre intérieur, il commence donc par se matérialiser et devient donc l'extérieur. En fait, il n'y a pas de limite tranchée entre l'intérieur et l'extérieur de quelqu'un. Vous êtes une continuité qui, en fait, est, dont une partie est invisible et l'autre partie visible. C'est comme un iceberg. Vous voyez une partie à la surface de l'eau, mais il y a une grande partie qui est immergée
sous l'océan. Oui. La partie sous l'océan est ce qui soutient la partie immergée à l'extérieur. Oui. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, où toute chose d'ailleurs et tout être fonctionne exactement comme ça. Nous voyons une portion de quelque chose à l'extérieur alors que c'est une grande et gigantesque entité, je pourrais appeler entité, qui nous cache une bonne partie de sa face et fait voir la petite partie à l'extérieur comme un iceberg. Votre intérieur, c'est votre subconscient, ce sont vos pensées, ce sont vos émotions que nous ne voyons pas, mais qui progressivement se fait traduire à l'extérieur comme l'expression de vous. C'est pourquoi justement, lorsque vous n'avez pas la possibilité au contact des gens de sonder ce monde intérieur, vous, on se laisse souvent surprendre par les agissements de la personne et on se dit, mais c'est comme ça il était, c'est comme ça il est. Oui, justement, il était comme ça depuis. Mais comme on n'a pas accès à son monde intérieur, on ne pouvait pas savoir ce qu'il est en train de préparer contre nous ou pour nous. Je ne dis pas que les surprises sont tout le temps désagréables. Il y a des gens qui vous surprennent agréablement. C'est parce qu'ils sont bons à l'intérieur et ils ont exprimé leur bonté à l'extérieur. En effet. Alors, on revient toujours à la question que vous avez lancée. Pourquoi? Le pourquoi, c'est justement l'outil, ou de moins, je ne veux pas dire l'outil, c'est ce que nous sommes de précieux. Ok. Parce que si l'extérieur est le prolongement de l'intérieur et que ce que je manifeste à l'extérieur est ce que je suis à l'intérieur de moi, cela veut dire que le fondement de ce qui est à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Par conséquent, je dois le protéger, je dois le préserver de telle sorte que ni moi, ni quelqu'un d'autre ne puisse donc porter entorse à la qualité de mon intérieur. Je dis ni moi ni l'autre parce que on n'est pas épargné aussi. Hein. Vous êtes le pire ennemi de vous-même. Nous sommes le pire ennemi de nous-mêmes. Donc, il faut aussi se protéger contre soi. Je me rappelle dans le film, c'est un film que j'adore parce que ça a une dimension hautement spirituelle. Et je ne fais pas de la publicité, hein, mais j'en parle, je l'utilise juste comme un outil de, disons, de formation, de travail matrice. Matrice, oui. Entre-temps, vous aurez pu constater que dans ce film, quand ils ont, disons, l'acteur principal a été envoûté et que Trinity voulait le désenvoûter et tout le reste, quand ils l'ont pris et ils veulent l'amener quelque part où pour le désenvoûter, ils se sont armés. Et l'acteur principal demandait, mais pourquoi êtes-vous armé? Il dit, c'est pour nous protéger et te protéger. Il a dit, ah, protéger contre qui? Il dit, contre toi-même. Donc, la partie de lui qui, entre-temps, va se révolter pour le bien qu'on veut lui faire doit être maîtrisée. C'est une façon de parler. Donc, vous avez également en vous un démon contre qui il faut se protéger. Alors, parlez-nous un peu. On dit souvent que le plus grand envoûtement, c'est l'auto-envoûtement. Oui. Alors, est-ce que le monde intérieur est aussi exposé en grande partie à cet auto-envoûtement? C'est pourquoi je disais, pendant qu'on disait il faut se protéger, j'ai dit se protéger contre autrui et contre soi-même. Nous allons partir d'abord du soi, parce que la responsabilité spirituelle nous impose que les erreurs soient d'abord détectées en nous, avant d'aller chercher qui a servi de canal à cette erreur-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme les erreurs commises doivent être d'abord détectées en nous, avant d'aller voir mais qui, entre-temps, a été le canal de cette erreur-là pour me faire finalement du mal. Parce que personne ne peut vous faire du mal si, entre-temps, vous ne l'avez autorisé. L'avoir autorisé veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire comme il le faut. Ce n'est pas à vous seul, hein, il nous en arrive aussi, nous, dans le processus, sur la voie. C'est-à-dire qu'il est impossible d'être absolument vigilant et de prendre les dispositions à 100%. Il arrive des moments où ça flotte. Et lorsque ça flotte, la ville, elle n'a pas de pitié. C'est comme je le disais récemment à un des miens. La ville n'a pas de pitié. Elle constate tout simplement qu'il y a de la faille et vous en subissez les conséquences. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, lorsque
on ne se reprend pas rapidement pour constater la faille à corriger. On ouvre alors la porte et bonjour les dégâts. Donc, la première personne qu'il faut, je ne veux pas parler de l'accusation, en qui il faut détecter l'erreur, c'est d'abord soi. On va y aller pas à pas. Nous avons déjà décrit ce que c'est que votre monde intérieur. Ce monde intérieur, si vous êtes honnête, je parle souvent de l'honnêteté et de la sincérité, non pas parce que on vous attribue, disons, une copie à corriger comme un examen, mais chacun doit s'auto-évaluer et voir son degré d'honnêteté et de sincérité. De toutes les façons, si vous n'êtes pas suffisamment honnête et suffisamment sincère envers vous-même et non envers autrui, vous ne pouvez pas faire des pas sur la voie spirituelle. Personne ne viendra vous juger de quoi que ce soit, mais vous êtes le témoin, votre conscience est le témoin de vos actes qui connaît mieux vous que vous-même. Donc vous êtes obligé d'être honnête avec lui pour constater qu'à des moments donnés, que vous n'aviez pas fait ou vous n'aviez pas été le bon que l'on doit être. Donc, lorsque je prends votre monde intérieur, notre monde intérieur, vous allez constater que, ne serait-ce que sur le plan de la pensée, vous avez de multiples pensées et souvent contradictoires. Une pensée qui veut que vous soyez heureux et une autre qui, en fait, développe toutes les théories pour vous empêcher d'être heureux. Une pensée qui veut que vous soyez en bonne santé, mais une autre série de pensées qui développent toutes les théories pour que vous ne soyez pas en bonne santé. Une pensée qui veut que vous soyez riche et une autre pensée ou une autre série de pensées qui, en fait, vous affiche toutes les théories ou toutes les philosophies pour que vous ne soyez pas riche. Non, un instant. On pourra vous dire, mais à quel moment de la journée ou à quel moment j'ai eu des pensées qui vont à l'encontre de mes objectifs? Oui, justement, c'est là où on distingue les êtres sincères des êtres, je ne veux pas dire malhonnêtes, mais je dirais tout simplement ignorants. Expliquez-nous. Parce que si vous n'avez nulle part détecté aucune pensée qui s'oppose à vos objectifs, cela veut dire que vous n'êtes pas suffisamment éveillé pour constater que quelque chose en vous est en train de vous empêcher d'atteindre l'objectif. Et vous serez très difficile de l'atteindre parce que vous n'avez pas encore détecté l'ennemi. Est-ce à dire que si sur un objectif que j'ai, oui, la pensée me vient, et si ça donnait tel résultat, si ça ne marchait pas, comment je peux gérer? Est-ce que le fait de penser à ce que ça ne marchait pas est une contre-indication? Non seulement une contre-indication, c'est le fait de valider cela et de trouver maintenant tous les arguments nécessaires pour donner justice à cette pensée de « et si ça ne marchait pas » qui constitue la horde d'entités négatives qui en fait vous empêche d'atteindre l'objectif. Donc si je comprends bien, si je me pose la question et que à cette question j'engage une réflexion pour trouver une solution, est-ce que cette procédure comment apprécier si cette procédure? Si tu dis « et si ça ne marchait pas » et c'est dans ce « si ça ne marchait pas » tu commences par trouver l'argumentaire nécessaire pour trouver les raisons pour que cela marche. Oui. Tu es dans la dynamique de atteindre tes objectifs. Mais si dans ton « si ça ne marchait pas », tu commences par trouver tout l'argumentaire nécessaire pour confirmer que ça ne marchera pas, cela veut dire que tu es en train donc d'aller dans la direction de la non-atteinte de l'objectif en question. C'est suffisamment clair. Ok, d'accord. Donc, revenons à notre, à notre sujet. Ce que j'ai dit des pensées, c'est valable pour les émotions. Une émotion de frustration, une émotion de colère, une émotion de dérangement, une émotion d'angoisse au sujet d'un objectif que vous voulez atteindre. C'est ce qui fait que vous bloquez la voie à l'atteinte de l'objectif. Donc, tout ça, en fait, ce sont des ennemis potentiels en vous. Mais lorsque ces ennemis potentiels vont trouver quelqu'un dans le monde extérieur qui, en fait, pose un acte pour vous empêcher d'occuper le poste, on s'en prend à celui-là. Au lieu de s'en prendre d'abord à soi, ce n'est pas s'en prendre. Au lieu de comprendre d'abord en soi qu'on n'était pas suffisamment prêt pour y aller. Il y a beaucoup de personnes que nous recevons en entretien ou en coaching, et quand on leur dit « vous n'êtes pas encore prêt », ils s'élèvent parce qu'ils disent « non, je suis en train de poser tous les actes nécessaires pour que cela aboutisse, et pourquoi vous dites que je ne suis pas prêt ?»
vous n'êtes pas encore intérieurement prêt. C'est-à-dire que vos pensées et émotions ne se sont pas encore alignées sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et c'est ce premier travail qu'il faut aller d'abord faire avant de pouvoir prétendre espérer quelque chose dans le monde extérieur. Se préserver alors, ou préserver son monde intérieur, c'est en fait comprendre qu'en soi, il y a de ses ennemis et de leur ménager leur espace, tout en étant soi. Je ne sais pas si dans le cadre d'une émission, on pourra suffisamment avoir, disons, du tact et de la manière et aussi de l'espace pour pouvoir amener les gens à comprendre de quoi je parle. Mais retenez tout simplement que en soi se trouvent des ennemis potentiels contre qui ou contre quoi il faut se protéger. Là, c'est protéger son monde intérieur. Protéger son monde intérieur contre soi. Protéger son monde intérieur contre quelqu'un de l'extérieur, c'est justement travailler sur soi et ne pas permettre à cet extérieur de répondre à ses ennemis en soi. Il est important que le monde intérieur soit protégé. Je voulais dire, le bonheur intérieur peut-être, la satisfaction intérieure, l'épanouissement intérieur soit protégé contre soi et contre les gens à l'extérieur pour que cela puisse nous permettre, lorsque on décide quelque chose, de l'accomplir. Parce que, en fait, la seule chose qui nous permet, qui nous empêche, je voulais dire, d'accomplir ce que nous décidons, c'est justement ces ennemis intérieurs et extérieurs. Alors, parlons un peu de l'importance de l'attitude, de notre attitude face aux situations de la vie et la préservation de son monde intérieur. Regardez par exemple, prenons un cas concret, ça nous arrive tous, hein, je veux peut-être réaliser quelque chose, ou bien je veux faire quelque chose, bien je veux avoir quelque chose, et voilà, on me dit que bon, voilà le montant, voilà que je ne dispose pas du montant sur moi. Et du coup, comme attitude, on peut dire, alors non, c'est trop cher, bon, je ne peux pas me le permettre, pourquoi c'est aussi cher, pourquoi c'est cher, non, non, ce n'est pas de mal. Voilà un peu une attitude. Est-ce que cette attitude, comment vous appréciez cette attitude par exemple? En fait, le fait d'avoir cette attitude est inhérent d'un état d'esprit. Donc, vous avez exprimé tout simplement un état d'esprit. Et cet état d'esprit est en fait ce qui s'est forgé en soi pendant longtemps. Mais c'est parce que vous l'avez exprimé maintenant et il faudrait d'abord en être conscient pour savoir que cela ne vous amène pas dans la ligne de l'atteinte de votre objectif. Il y en a qui, lorsqu'ils s'expriment comme ça et que vous voulez les amener même à comprendre que, en fait, ce que tu es en train de dire ne te permet pas d'atteindre ton objectif, il dit mais que c'est une réalité. Et pourquoi tu veux le convaincre que ce n'est pas... Qu'il n'a pas l'argent de répondre à sa part. Voilà quelqu'un. En tout temps, je me rappelle en même temps, rappelons que on dit que le monde intérieur est un monde de solutions. Oui, justement, c'est là où j'en viens. Si, entre-temps, vous comptez juste sur ce que vous avez à l'extérieur pour déclarer votre capacité ou incapacité à être ou à faire quelque chose, vous avez alors totalement oublié que le soubassement de l'extérieur est à l'intérieur. Si vous comprenez que le soubassement de l'extérieur est à l'intérieur et que l'intérieur dont il s'agit est le domaine de la possibilité infinie, vous ne pourriez pas faire de telles affirmations, parce que faire de telles affirmations, c'est de dire que votre intérieur aussi est limité, comme l'extérieur est déjà limité. Mais comment ça se passe? Vous savez, lorsque je prends ce portable que vous avez en main, c'est objectif devant moi. Et quand je regarde devant moi, je dirais, il n'y a qu'un seul portable. Ou bien? Bien sûr. Bon, maintenant, est-ce qu'il est possible, en ton fort intérieur maintenant, de ressentir que plusieurs portables sont ici et maintenant? Essayons la chose. J'ai mon portable. Vous avez un seul portable, comme ça, je le prends. Devant moi, il y a un seul portable. Je suis dans le monde extérieur. Mais en moi, lorsque je me concentre, je peux visualiser ou imaginer plusieurs portables. Bien sûr. C'est possible? Bien sûr. Bon, maintenant, lorsque le portable qui est dans ma main comme ça, je laisse ça, ça tombe, et que je sais que mon portable est gâté et que je n'ai pas de l'argent à disposition pour aller acheter de portable, est-ce que je peux dire que je n'ai pas de portable ou bien que j'en ai, que je n'ai pas encore manifesté?
du fait que le monde intérieur est plus réel que le monde physique. Même si physiquement je ne l'ai pas, je peux dire que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore eu. Toi, tu as parlé le langage d'un initié. Tu as dit le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur. Je prends un profane. Il dira... Okay. Ah, il dira simplement que il va se plaindre du fait que son père est gâté. Et commencer donc par... Pas se plaindre, pas se définir par rapport à l'extérieur à l'extérieur qu'il n'a pas, à l'argent qu'il n'a pas, à ce qu'il a perdu quand tous les trucs là sont perdus et tout le reste là. Et il va rester dans cette plainte-là. Bien sûr. Avec beaucoup d'émotions. Et c'est ça que le geste. Avec beaucoup d'émotions. Ce que la vie fait, la vie est un fumier. Elle multiplie tout simplement ce que vous lui apportez. Donc, pendant que vous êtes en train de vivre ces émotions de perte de portable et de l'incapacité d'en avoir, la vie commence par multiplier. C'est pourquoi on dit un malheur n'arrive jamais seul. Parce que lorsque le malheur arrive aux gens, au lieu de se ressourcer rapidement et de se replier sur eux-mêmes pour faire un retour de conscience et de dire « Ah, attention, c'est le meilleur moment pour bondir », ils commencent par pleurnicher, ils commencent par se plaindre et la vie commence par multiplier cela en leur apportant encore malheur sur malheur. On dira que le malheur ne vient jamais seul. Le malheur est venu seul, mais vous lui avez permis donc de drainer d'autres malheurs. Lorsque je comprends que c'est comme ça, je ne m'engage plus dans cette voie. Je coupe le pont et je sais qu'il y avait une erreur qui est faite en moi, qui s'est manifestée. Par conséquent, je ne vais plus répéter la même erreur. Alors, de façon plus simple, lorsque lui, il dit le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes un architecte et que vous voulez construire une maison, ou du moins vous voulez faire sortir le plan d'une maison, avant même que le plan ne soit matérialisé sur papier, c'est en vous. Bien sûr. Ou bien, bien sûr, en vous, dans votre monde intérieur, et l'autre ne peut pas voir. Le client qui est venu vous solliciter pour dire « Ah, j'ai tel domaine, voilà, voilà, ainsi de suite ». À peine vous avez vu le domaine, qu'un plan s'est sorti, un plan architectural est sorti en vous. C'est-à-dire, c'est fait ressentir. Par la suite, vous l'avez couché sur papier. On a regardé, on a dit « Ah oui, c'est beau ». On a remis ça aux ingénieurs et ils ont exécuté. Maintenant, si par une catastrophe naturelle, ou bon, même au matériel, la maison que vous avez fait sortir, ça s'est détruit. Est-ce qu'on possède encore la maison en soi? J'ai été étonné de ce raisonnement donné par un maître. Ça doit être qui maintenant, le maître Shinji ou bien qui? Non, c'est pas lui, c'était... J'ai oublié. Mais c'est dans l'un des bouquins de maître Helmut Brosson, ça doit être le Sutra 1 ou le Sutra 1. C'est-à-dire que vous allez comprendre que les maîtres, ils sont géniaux, ils sont formidables. Il dit, mais si la maison est déconstruite, est-ce que la maison existe encore? Ou existe-t-elle? Elle existe encore en vous. Et on peut encore la faire reproduire. Entre ce qu'on peut détruire et ce qu'on ne peut pas détruire, qu'est-ce qui est réel? Réel. Le monde extérieur est sujet à la destruction. Le monde intérieur, vous devez la préserver parce qu'elle est la source de toute manifestation. Et une fois qu'une manifestation part de l'extérieur, l'intérieur peut encore reproduire. C'est pourquoi il est important de préserver ça. C'est votre joyau, c'est votre bébé à conserver. D'accord, d'accord. Il y a un aspect qui me vient tout de suite. La raison pour laquelle j'ai voulu vous arrêter, après quelques expériences de la vie, oui, on conclut les choses de la vie à partir des expériences. Exemple, la jeune fille ou le jeune homme connaît des déceptions amoureuses. Au nom de ces expériences, il dit « Ah, les femmes sont mauvaises. » Oui. Ou les hommes sont mauvais. Or, en lui, il a cette partie innocence où, quand on lui dit « Mais oublie les expériences, raconte-nous le rêve de personne. » Il va vous faire ressortir tout ce personnage. Mais quand il vient dans les faits, il croit beaucoup plus à l'expérience intérieure qu'à la réalité, à cette expérience qui est en lui. Comment on peut sortir de ce dilemme? Non, on ne peut sortir de ce dilemme que par instruction. J'ai souvent l'habitude de dire l'humanité est mal éduquée. Nous sommes mal éduqués.
et du fait que nous avons été mal éduqués et on continue toujours d'être mal éduqués, en fait, le salut ne sera jamais collectif. Hein. Non. Chaque personne, à un moment donné, sur la base de ses expériences, comprend que je ne suis pas sur le bon chemin, je décide donc de me prendre autrement. Et c'est en fonction de ce qu'il se dit être que sa vie va prendre une autre allure. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire aux gens sur la formation, image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Une formation qui est en ligne sur Telegram. Et dans cette formation, par exemple, il y a un exercice, une pratique qu'on a donné aux gens de faire le récit de on appelle ça voyage de vie. Vous allez faire le récit de votre vie depuis votre naissance jusqu'à présent. Et lorsque vous finissez, la deuxième phase du travail consiste donc à se rendre responsable pour dire si j'étais l'acteur principal et que c'est moi qui devrais prendre toutes les décisions et que c'était moi qui avais favorisé telle ou telle chose, à partir de maintenant là, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez? Donc, la première partie de votre vie où jusqu'à présent vous avez été victime, où vous avez pensé que tel a eu de l'emprise sur vous, ou tel a fait ci, ou tel a fait ça, on dit à partir de maintenant là, à partir de l'intérieur, vous savez maintenant que c'est vous qui êtes le chef. Donc, vous prenez les décisions. En fait, je peux ne pas avoir la possibilité d'agir sur l'autre, mais j'ai la possibilité de prendre des décisions à l'intérieur de... C'est-à-dire, moi, c'est ça. Je dis non, je n'y vais pas. Il y a problème? Non, j'ai dit que je ne vais pas bouger aujourd'hui. C'est une façon de dire. Ou du moins, sur deux chemins, je prends celui-ci. Et si je prends celui-ci et que quelque chose m'arrive, qui a été le premier à prendre la décision de prendre celui-ci au lieu de prendre l'autre? C'est moi. Donc, le reconnaître vous donne la force et le pouvoir de pouvoir agir autrement. Le monde intérieur, c'est ce que vous avez de précieux. C'est ce qui est vous. C'est ce sur quoi vous pouvez agir. C'est dans ça là que vous pouvez vous faire mouvoir. Nous n'avons souvent pas le contrôle des choses à l'extérieur. Mais nous avons le pouvoir et la force d'interagir à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi il faut préserver son monde intérieur. Contre qui? Contre soi ou contre les autres. Les ennemis en soi et par la suite les ennemis à l'extérieur. Alors, dites-nous pour finir rapidement, quels conseils pourrez-vous apporter pour nous aider un peu à préserver notre monde intérieur face d'abord à nos propres attitudes? Non, ce qu'il faut, c'est d'abord de comprendre, c'est de comprendre la logique de l'intérieur et de l'extérieur et de comprendre que votre extérieur est le reflet de votre intérieur. Par conséquent, ne culpabilisez personne de n'avoir pas ci ou de n'avoir pas été ci ou ça. Vous avez tous juste à prendre conscience qu'en vous se trouvent des obstacles à lever. Et lorsque vous prenez conscience de quelque chose, la chose ne vous contrôle plus. Lorsque vous prenez conscience de quelque chose, la chose ne vous contrôle plus. Donc, lorsque vous commencez par prendre conscience de vos obstacles à l'intérieur de vous, il leur devient de plus en plus difficile de vous contrôler parce que je sais au moins que c'est là, cet obstacle-là. Et par rapport au fait que je sais que c'est là, je peux le laisser tout simplement et prendre cette direction parce que je sais que c'est... Parce que ce qui est bien, votre monde intérieur est vaste, infini et illimité. Mais les obstacles sont limités au sein de votre monde intérieur. Oui. Les obstacles sont limités. Au sein de l'infini et de l'illimité que le monde intérieur est. Parce que vous ne pouvez jamais imaginer un obstacle aussi grand que l'univers. Mais vous pouvez imaginer disons, du bien aussi grand que l'univers. Ouais. Voyez un ennemi en vous. Il ne peut pas occuper tout l'espace de l'univers. C'est-à-dire, ça c'est en français, c'est-à-dire que celui qui est habitué à fermer la porte ne peut pas fermer la porte à quelque chose qui est infini et illimité. Toi, tu es en train de fermer cette porte. La chose se trouve être infinie et illimitée. Donc, il se retrouve dans d'autres dimensions et tu estimes que tu es en train de fermer cette porte. Votre monde intérieur est l'infini et l'illimité. Les petites portes qui sont en train d'être formées ne peuvent pas le couvrir. C'est impossible. Par conséquent, lorsque je me sens ça, je pardonne l'obstacle à l'intérieur parce que je sais que l'obstacle à l'intérieur ne peut aucunement et nullement
me couvrir en tant qu'être infini et illimité. L'obstacle à l'extérieur. Hein? L'obstacle à l'intérieur. À l'intérieur. Je suis très précis de ce que je dis. L'obstacle à l'intérieur ne peut nullement me couvrir en tant qu'infini et illimité que je suis. L'obstacle est toujours une portion. Le mal est toujours une petite partie du tout et ne peut être grand que le tout que je suis. Par conséquent, je laisse le mal être et je suis le tout que je suis. À force d'être le tout que je suis, le mal finit toujours par se dissoudre parce que le mal, a été créé pour se dissoudre. Alors, autre aspect, quel conseil pourriez-vous nous donner un peu par rapport, disons, à, comme vous le dites, à cette partie de nous, disons, aux choses qui sont en nous, par exemple, que ce soit lié à notre famille, que ce soit lié à notre sang, quel conseil pourriez-vous nous donner à non, c'est tout simplement de comprendre que vous êtes double de nature et que par le processus du mental, l'homme est un être ambivalent. Il veut une chose et en même temps son contraire. Et ce que vous avez à combattre en vous, c'est justement vos démons intérieurs. Comme chacun devra les combattre, à chaque étape de votre vie, il y aura toujours un démon qui va s'élever contre vous. Et comme dans les films, dans certains films spirituels où lorsqu'on rencontre une force et qu'on arrive à vaincre la force, on récupère de son pouvoir, vous avez la responsabilité de récupérer le pouvoir de vos démons. Chacun finira par le faire. Si on ne le fait dans cette incarnation, on va le faire à l'incarnation prochaine. Et que servira l'incarnation prochaine si cela peut être fait maintenant? Les gens ne comprennent généralement pas que lorsque vous êtes en face d'un défi, soit c'est que vous échouez, ce n'est même pas un échec, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tout simplement, soit vous reportez ça à la prochaine fois, ou bien vous relevez le défi maintenant. Et relever le défi maintenant est une question de chaque instant. Quelle est la pensée qui vous est venue au sujet d'eux? Et comment vous l'avez traité? Comment vous vous êtes senti après? C'est ça déjà, vaincre le démon intérieur. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, vous le ferez demain. Parce que le processus est créé pour qu'on arrive au bout de ces démons qu'on a créés. Parce que justement, ce sont des illusions que nous avons inventées. Dieu, la vie, le Père, ne les a pas créées. Donc, occupez-vous de vous-même. Au lieu d'aller chanter à l'église, occupez-vous de vous-même. Au lieu d'aller taper à nous rendre sourds. Tous les bruits que vous faites à l'extérieur ne font absolument rien à ces démons intérieurs. C'est au fur et à mesure que vous vous apaisez, au fur et à mesure que vous reconnaissez la valeur de votre potentiel intérieur, au fur et à mesure que vous reconnaissez la force intérieure que vous avez, que vous arrivez donc à, je ne vais pas dire à vaincre, à vous reconnaître être le père de ces démons. Et si vous en êtes le créateur, que peut la créature contre le créateur? Absolument rien. En fait, je vais vous dire un secret. Nous les avons créés pour nous ramener à l'ordre. Et si vous comprenez ça, soyez alors en paix. Et si vous êtes en paix, ils vous obéissent déjà. Parce qu'ils vous connaissent. Ils vous reconnaissent comme étant la source de leur création. Merci à vous et que la bénédiction soit. Merci à vous. Quelles sont vos impressions? N'hésitez pas à partager cela avec nous en commentaire. Si nous pourrons aussi échanger là-dessus avec vous pour vous apporter d'autres orientations. En attendant, on se dit donc à la prochaine et que les bénédictions soient. Namaste à vous.